Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire Mesures sociales, donc RH et paye 2022. Quoi de neuf? Donc, vos micros et vos caméras sont éteintes. Donc, si vous avez besoin de poser des questions, vous allez pouvoir sur le chat poser des questions. Donc, on vous invite vraiment à poser les questions au fil de l'eau et on vous répondra au fil de l'eau aussi. Donc, ce matin, je suis avec Stéphanie Rivin qui m'accompagne, donc experte en paye, et moi-même, je suis la directrice du département juridique RH pour nos clients. Donc, ce matin, alors, pardon, hop, on va avancer si ça marche. Ça fonctionnait il y a 2 minutes. Voilà. Donc, en sommaire, actualité Covid. Donc, j'aurais aimé ne pas parler de l'actualité Covid quand on a décidé de mettre en place ce webinaire. Voilà, je me suis dit, OK, on ira sur l'actualité juridique et sur l'actualité paye, mais malheureusement, vu les dernières actualités, on va quand même vous parler un petit peu du Covid avec le pass vaccinal et les impacts de la crise sanitaire. Après, on parlera de l'actualité juridique RH et paye, donc sur 2022, les nouveautés, vous allez voir des belles surprises. Et en troisième point, de la jurisprudence, 2 arrêts, alors j'aurais pu en choisir toute une série, j'en ai choisi 2 qui me paraissaient les plus pertinents à vous présenter. Donc, c'est parti. Alors, actualité Covid. Donc, le pass vaccinal est rentré en vigueur depuis le 24 janvier 2022. Vous connaissiez le pass sanitaire, maintenant on est sur le pass vaccinal. Donc le pass vaccinal, c'est d'avoir tout son parcours vaccinal au complet. Donc là, on va parler pass vaccinal, mais au niveau de vos salariés, pas en tant que public. Donc ça veut dire que dans certaines activités, le pass vaccinal est obligatoire pour vos salariés. Donc c'est tous les établissements recevant du public. Donc, quels sont ces lieux? Donc, c'est tous les lieux d'activité de loisirs. Ça va être les débits de boissons et restaurants, foires et salons. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises qui ne sont pas concernées par leur activité, par le pass vaccinal, mais qui peuvent être amenées à envoyer des salariés à une foire ou un salon pendant 2-3 jours, leurs salariés devront avoir ce pass vaccinal, sinon ils ne pourront pas participer à ces salons. Et également les déplacements de longue distance par transport public interrégionaux. Donc, le pass vaccinal est en application jusqu'au 31 juillet 2022. Alors, d'ici juillet 2022, il y aura sûrement des nouveautés, sûrement une évolution des différentes actualités Covid. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe si votre salarié n'a pas le pass vaccinal? Donc, votre salarié a le pass vaccinal, donc il n'y a que les activités concernées qui peuvent poser la question à leurs salariés. Les entreprises qui ne sont pas concernées par cette obligation, vous n'êtes pas autorisé à poser la question à votre salarié. C'est quand même une liberté individuelle. En revanche, ceux qui sont concernés par l'activité peuvent poser la question et on leur impose de poser la question. Donc, si leur salarié dit oui, eh bien super, poursuite de la relation de travail. En revanche, si votre salarié n'a pas de pass vaccinal, donc auparavant, s'il n'avait pas le pass sanitaire, il pouvait avoir un test PCR. Donc là, ce n'est plus possible. Donc, s'il n'a pas ce pass vaccinal, qu'est-ce qui se passe? Donc, il ne peut plus travailler. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, vous allez pouvoir, avec lui, voir pour qu'il puisse prendre des jours de congé ou de repos. Attention, ces jours de congé, c'est sous réserve de l'accord de votre salarié. Donc, je vous invite vraiment à formaliser, si votre salarié veut prendre des jours de congé puisqu'il ne peut plus travailler, à bien formaliser cette demande. Alors, si vous n'arrivez pas à avoir la prise de congé, le salarié ne veut pas, ou il n'a plus de congé, ça arrive aussi. Donc, on va avoir une suspension du contrat de travail. Suspension du contrat de travail. Donc, là, il va falloir, au bout des 3 jours de suspension, faire un entretien de régularisation avec votre salarié. Donc, là aussi, convocation, il va falloir formaliser et faire après un retour de l'entretien. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cet entretien? Soit effectivement, vous pouvez prévoir une prise de congé avec votre salarié, s'il lui en reste, ou pourquoi pas aussi du reclassement. Alors, reclassement, vous allez me dire, ouais, c'est un petit peu difficile selon les activités. Moi, j'avais eu le cas avec le pass sanitaire l'année dernière. Voilà, un serveur qui n'avait pas son pass sanitaire, on l'avait reclassé au niveau de la plonge. La plonge, il n'y avait pas le public. Donc, on avait pu gérer comme ça. Donc là, suspension du contrat de travail, donc pas de rémunération
et le salarié ne sera pas pris en charge par Pôle emploi puisqu'il n'y a pas de rupture de contrat. Donc là, si votre salarié ne présente pas de passe vaccinal jusqu'au 31 juillet, il y aura une suspension de son contrat et non de rémunération. Alors, licenciement possible, point d'interrogation. Pourquoi je pose cette question? Je mets un point d'interrogation parce que, bon, déjà, on n'a pas de recul sur le sujet. On n'a pas du tout de contentieux encore dans ce cadre-là et le pass sanitaire, on n'a pas eu de contentieux. Moi, je dirais prudence. Prudence, effectivement, l'absence du salarié pourrait perturber le fonctionnement de l'entreprise et vous êtes dans la nécessité de le remplacer. Ça, c'est un motif de licenciement dans les absences prolongées. Est-ce qu'on pourrait prévoir dans ce sens-là? Moi, je dis prudence. S'il y a des licenciements, voilà, au niveau contentieux, au niveau conseil des prud'hommes, est-ce que le licenciement pourrait être mis sans cause réelle et sérieuse? À mon sens, il y a un certain risque. Alors, les impacts de la crise sanitaire. Donc, vous avez dû le voir aussi, vous avez une amende. Alors, ils avaient changé le montant. L'amende a été un peu moins importante, qui est de 500 € par travailleur concerné, plafonné à 50 000 €, qui pourra être prononcé par l'administration si, en cas de contrôle, il considère que la situation est dangereuse par rapport à l'exposition du Covid. Donc, on avait vu cette mesure de l'amende pour l'obligation de télétravail, mais il n'y a pas que le télétravail. Alors, pour rappel, vous avez l'obligation de travail jusqu'à demain, 2 février, en sachant qu'il est toujours recommandé à partir du 3 février. Le report des visites médicales. Alors, le report des visites médicales, on l'avait eu en 2020 lors du premier confinement. On l'a eu également en 2021. Donc là, la loi du 22 janvier permet aussi de reporter certaines visites médicales. Alors, pour rappel, vous avez la visite d'information et de prévention qui doit être faite à l'embauche dans les 3 mois de l'embauche. Donc, cette visite pourra être reportée. Donc là, les reports, c'est jusqu'au 31 juillet 2022. En revanche, toutes les visites médicales donnant lieu à un avis d'aptitude, d'inaptitude, tout ce qui est visite de reprise à la suite d'un arrêt maladie ou d'une absence prolongée, là, il n'y a pas de report possible. Donc, faites attention par rapport à vos visites médicales. Également, dans les visites médicales dans le cadre du suivi peuvent être reportées jusqu'au 31 juillet 2022. Alors, je voulais vous parler aussi, alors l'activité partielle, je crois que vous connaissez tous, malheureusement, parce qu'on a tous été, on a tous fait l'objet d'activités partielles en 2020 lors du premier confinement. Mais je voulais vous parler aussi un autre dispositif qu'on appelle l'APLD, qui est l'activité partielle de longue durée. Donc là, c'est possible jusqu'au 30 juin 2022. C'est vraiment une activité partielle qui est prévue pour recourir à une activité partielle, mais vous avez déjà à moyen terme, long terme, vous savez que votre situation va être compliquée. Donc là, on va pouvoir faire une réduction durable de l'activité à hauteur de 40% de la durée du travail. Alors pourquoi cette APLD est intéressante? Puisque vous avez une meilleure indemnisation que dans le cadre de l'activité partielle. Alors en revanche, pour avoir ces meilleures indemnisations, il y a des contreparties. Alors vous allez avoir des contreparties en termes de maintien de l'emploi et surtout, il va falloir faire un accord d'entreprise. Donc là, vous avez la possibilité de faire des accords d'entreprise et ils peuvent être faits jusqu'au 30 juin 2022, même si l'activité partielle s'applique après le 30 juin 2022. Donc, accord d'entreprise, ça veut dire selon la structure de votre société, négociation avec votre CSE. Il faut savoir qu'il y a certaines conventions collectives, je pense à l'automobile, qui ont prévu l'activité partielle de longue durée. Donc là, ce n'est pas un accord d'entreprise qu'il va falloir faire, mais une décision unilatérale de l'employeur. Donc voilà, selon la situation de votre entreprise, ça peut être un mode d'activité partielle qui peut correspondre à votre structure et vous permettre d'avoir des meilleures indemnisations pour la suite. Alors, je vais laisser la parole à Stéphanie pour les arrêts de travail dérogatoires. Alors, dans les actualités Covid, bien sûr, il y a les arrêts de travail dérogatoires. Donc, ce sont des arrêts maladie Covid, 100 jours de carence. Et cette mesure, pour l'instant, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Peut-être que ça évoluera au-delà de cette date, il faut voir. Donc, ça concerne les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ou être placés en activité partielle par leur employeur. Donc, ces salariés-là peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire indemnisé. Donc, ça concerne les personnes considérées comme vulnérables, vaccinées ou non, qui ne peuvent pas télétravailler.
Ces personnes-là, elles doivent, avec un certificat d'isolement de leur médecin, être en activité partielle. Ça concerne également les personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet, ayant été en contact avec une personne positive au Covid-19. Ces personnes-là, elles peuvent bénéficier d'un arrêt de travail. Ensuite, il y a les parents cas contact d'un enfant testé positif au Covid, contacté par l'assurance maladie ou non. Il ne faut pas attendre d'être contacté par l'assurance maladie parce qu'ils sont tellement débordés en ce moment que ça prendrait trop de temps. Donc, dès que vous êtes cas contact de votre enfant qui est positif, vous pouvez être au chômage partiel avec attestation d'isolement reçue de la CPAM. Valable pour que, pardon, ce n'est valable que pour un seul des deux parents. Donc, bien sûr, un seul des deux parents garde l'enfant. Enfin, il y a les personnes devant s'isoler à la suite d'un déplacement à l'étranger ou en outre-mer. Celle-là, c'est l'employeur qui enclenche la demande d'arrêt de travail via le site déclare.amelie.fr dès que son salarié l'a informé de la situation. Voilà, en l'occurrence, on peut retrouver toutes les informations sur le site d'amelie.fr. Il y a tous les cas qui sont détaillés et les arrêts de travail se font donc sur le site déclare.amelie.fr. Alors, on passe à l'actualité juridique et paye. Donc là, le SMIC brut horaire, à partir de 2022, il est fixé à 10,57 € contre 10,48 € depuis octobre 2021. Donc le SMIC mensuel brut, son montant passe à 1589,47 €. Non, il était à 1589,47 €, pardon, et il passe à 1603,12 € depuis janvier 2022 pour un temps de travail à 35 heures, soit 151,67 € par mois. En cas de non-application du SMIC, les sanctions encourues par l'employeur peuvent être lourdes. Ils peuvent avoir soit une amende de 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive. La responsabilité pénale de l'entreprise peut être engagée. Octroi de dommages et intérêts pour le salarié qui lui a été lésé et un rappel des salaires, bien sûr. Dans les nouveaux chiffres, on a également le minimum garanti qui est fixé à 3,76 € pour 2022. Donc, l'augmentation du SMIC et ses impacts. Donc, quels sont les impacts? Donc, les salaires sont concernés. Le salaire des apprentis, les contrats de professionnalisation qui sont payés en pourcentage du SMIC, dans la plupart des cas, parfois en pourcentage du minimum conventionnel. Les salaires des jeunes de moins de 18 ans qui sont abattus sur le SMIC, la réduction générale des cotisations, les assiettes de cotisation maladie et allocation familiale, le calcul des IJSS maladie, la contribution AGFIP, l'assiette minimale des cotisations et l'exonération des zones franches. Il y a, entre autres, parce qu'il y a sûrement d'autres impacts du SMIC. Je repasse la main à Alexandra. Alors, la prime PEPA, la prime Macron, troisième version, on l'a connue en 2019 de mémoire suite aux Gilets jaunes. On l'a eu également en 2020 suite au Covid. Et là, nous avons la troisième version en 2021. Donc, le versement est possible entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. C'est pour ça qu'on vous en parle, puisqu'il nous reste encore 2 mois. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une prime qui est versée à l'ensemble des salariés, et j'insiste avec l'ensemble des salariés dont le salaire est inférieur à 3 fois le SMIC. Donc, c'est une prime qui est exonérée de charges sociales, de contributions patronales également et d'impôts. Donc, cette prime, on a différents montants. Donc là, c'est vrai qu'il y avait eu une modification par rapport aux versions précédentes. Cas général, le montant 1 000 €, mais également 2 000 € sous condition de l'existence. Alors, il y avait l'accord d'intéressement, ça c'était la deuxième version, mais ce qui est intéressant pour une bonne partie de nos clients, c'est 2 000 €
pour les employeurs de moins de 50 salariés sans condition. Donc, cette prime, voilà, vous avez 10 salariés, vous voulez la verser à tout le monde. Alors, on a eu à plusieurs reprises, à chaque fois, quand on a des appels, on nous parle de la prime Macron. Voilà, il y a 10 salariés, mais on veut la verser qu'à 5 salariés. Dans ce cas-là, non, ce n'est pas possible. C'est l'ensemble des salariés qui est concerné. En revanche, vous avez la possibilité de prévoir une modulation de cette prime. Donc, en fonction de la rémunération, de la classification, de la durée contractuelle du travail en cas de temps partiel, par exemple, et la durée de présence effective de l'année écoulée au cours des 2 derniers mois. Donc, vous pouvez jouer sur ces critères. Vous pouvez en prendre un, vous pouvez prendre 2, 3, 4 critères pour déterminer la prime selon la modulation que vous avez établie. Alors, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, parce que là, ça paraît simple, il faut quand même rédiger soit un accord d'entreprise ou une décision générale de l'employeur. Si vous n'avez pas ce document, vous pouvez, en cas de contrôle URSSAF, être redressé. Alors, on a eu le cas là sur quelques clients où les contrôles de contrôle URSSAF 2019, oui c'est ça, 2019-2020, c'est un document qui demande. Donc, faites attention. Alors, je sais, c'est le côté un peu pénible, le formalisme, mais ce formalisme est indispensable pour pouvoir bénéficier de l'exonération et l'URSSAF vous demandera de toute façon ce document en cas de contrôle URSSAF. Vous avez également un risque qui n'est pas négligeable si vous décidez de ne pas le verser à l'ensemble des salariés. Là aussi, le salarié pourrait être en droit de demander le versement de cette prime devant le Conseil des prud'hommes. Donc, 31 mars 2022, vous avez la possibilité de verser encore cette prime Macron. Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres versions derrière. À suivre. Alors, je redonne la main à Stéphanie. Donc, dans les actualités paye, il y a aussi également des nouvelles mentions obligatoires au 1er janvier 2022 sur le bulletin de salaire. Donc là, je vous ai mis en exemple les nouvelles lignes qui doivent apparaître obligatoirement. Donc, on retrouve l'exonération sur les heures complémentaires ou les heures supplémentaires, le cumul net fiscal annuel et l'impôt sur le revenu, le cumul passe annuel. Donc, pour les clients qui sont concernés chez nous, pour qui on fait la paye, donc on l'a mis en place dès le 1er janvier. Pour les clients qui font leur paye eux-mêmes, qui ont un autre éditeur de logiciel, bien s'assurer que ces lignes apparaissent depuis janvier 2022 ou le mettre à jour le plus rapidement possible. Voilà. C'est moi qui reprends la main. Donc, je repasse à Alexandra. Alors, réforme des allocations chômage. Donc, on en avait entendu parler de cette réforme avant le Covid. Et puis, bon, ça a été un peu suspendu en 2020 et 2021 dans le cadre voilà, de la crise sanitaire. Mais là, c'est passé. C'est passé au 1er décembre. Il y a eu deux informations au 1er décembre et au 1er octobre. C'est passé assez discrètement. Donc, depuis le 1er décembre, les durées d'affiliation. Avant, pour pouvoir toucher le chômage, excusez-moi le terme, un peu vulgarisé, on devait avoir travaillé 4 mois. Maintenant, on passe à 6 mois. Et ils avaient parlé aussi de la dégressivité de l'allocation de retour à l'emploi pour les hauts revenus. Donc maintenant, cette dégressivité s'applique après 6 mois d'indemnisation. Et quand on parle de hauts revenus, c'est pour tous les salaires de 4 500 € bruts mensuels et au-delà. Alors, on a également, depuis le 1er octobre, un nouveau mode de calcul de l'allocation chômage. Alors là, je ne vais pas rentrer dans la technique puisque c'est juste pour vous avoir l'information et avoir la culture sur l'allocation chômage. Donc, la période de travail qui est prise en compte est passée de 12 mois à 24 mois. Alors, pour les plus de 53 ans, on est à 36 mois. Et maintenant, les jours non travaillés sont intégrés au calcul des allocations de retour à l'emploi. Donc, les deux demandeurs d'emploi qui s'inscrivent actuellement à Pôle emploi ou qui rechargent leurs droits à partir de octobre 2021, sont concernés par le nouveau mode de calcul. Il y a une exception pour ceux qui ont fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date où ils seront sous l'ancien régime. Alors, bonus-malus, je redonne la main à Stéphanie. Donc, le bonus-malus. Donc, c'est quoi? C'est une modulation du taux de contribution d'assurance chômage
afin de lutter contre la précarité de l'emploi. L'objectif, inciter les entreprises à allonger la durée des contrats. Donc, ça concerne les employeurs de 11 salariés et plus de certains secteurs d'activité qu'on verra juste après. Pour toute fin de contrat, ça concerne les prises en compte de tout motif de fin de contrat, sauf démission, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, CUI, CDD senior. La période de calcul, elle sera du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et ça rentrera à la date d'effet au 1er septembre 2022. Le taux applicable sera entre 3% et 5,05%, alors qu'actuellement, tout le monde est à 4,05%. Ces taux seront notifiés par l'URSSAF. Les 7 secteurs que je vais vous présenter après sont figés pour 2022, 2023 et 2024, avec exclusion temporaire des secteurs S1 protégés par la crise Covid pour l'instant. Donc, les 7 secteurs pour les 3 prochaines années sont la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, transport et entreposage, hébergement et restauration, travail du bois, industrie du papier et imprimerie, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux, production et distribution d'eau et autres activités spécialisées scientifiques et techniques. Donc, les secteurs S1 qui, pour l'instant, sont protégés, on a le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien et l'événementiel. Donc, ça concerne les entreprises de 11 salariés et plus. Donc, ce seuil de 11 salariés, il sera neutralisé pendant 5 ans. Donc, le bonus-malus ne sera pas applicable pendant 5 ans, au moins à l'entreprise. Donc, soit de plus de 11 salariés en 2020 qui passeraient sous ce seuil, en 2021 ou pendant la période concernée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, ou pour les moins de 11 salariés en 2020 qui, eux, dépasseraient ce seuil en 2021 ou toujours sur la période concernée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Non. Ouais. Voilà. Ah non. Non, alors. Ouais. Encore. Voilà. Donc, les secteurs, la période de référence. Donc, normalement, le bonus-malus s'applique aux périodes d'emploi courant à partir du 1er mars de l'année N jusqu'au 28 ou 29 février en fonction des années de l'année N+1. Et donc là, on apprécie l'effectif de 11 salariés sur la base de l'effectif sécurité sociale, donc la moyenne sur l'année civile. Et donc, pour la première application, à partir du 1er septembre 2022, calcul sur la base de l'effectif sécurité sociale en fonction de la moyenne mensuelle des salariés du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Donc, l'employeur sera assujetti au bonus-malus à partir du 1er septembre 2022 s'il a employé en moyenne au moins 11 salariés sur la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 et bien sûr qui fait partie des secteurs dont on a parlé juste avant. Je repasse la main à Alexandra. Alors, les aides à l'embauche, donc ça a été prolongé, les aides à l'embauche d'un apprenti ou d'un contrat professionnalisation. Donc, les contrats conclus jusqu'au 30 juin 2022. Vous avez une aide de 5 000 € si le jeune a moins de 18 ans et de 8 000 € si le jeune a plus de 18 ans. On a également une autre aide qui est pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, les personnes qui sont inscrites au Pôle emploi pendant 12 mois au cours sur les 15 derniers mois, âgés d'au moins 30 ans, vous pouvez conclure un contrat de professionnalisation entre le 1er novembre 2021 et le 31/12/2022. Et là, ça vous donne droit à une aide de 8 000 €. Alors, loi santé.
Loi santé, cette loi est passée discrètement le 2 août 2021, donc certains, beaucoup étaient déjà en vacances le 2 août 2021. Et cette loi, on va beaucoup en parler. Je pense qu'on reviendra sur le sujet dans les mois et peut-être aussi dans les années à venir, puisque cette loi, l'esprit de cette loi, c'est que l'employeur donne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Alors, avant de vous parler de cette, on va dire, du document unique d'évaluation des risques, parce que c'est surtout ça dans la loi santé qui est sorti, il y a deux petits éléments qui sont importants et qui sont passés vraiment discrètement, que je voulais vous informer. Pour tous les départs de retraités, donc c'est-à-dire que vous avez un salarié qui part à la retraite, vous avez une obligation de lui passer une visite médicale. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas compris, moi, l'esprit de cette disposition. Je ne vois pas pourquoi le médecin du travail doit voir la personne qui doit partir à la retraite pour savoir s'il est apte peut-être à partir à la retraite. Je ne sais pas. Donc, c'est une obligation que vous devez faire. Donc, quels sont les risques si vous ne le faites pas? Bon, le salarié qui vous demanderait des dommages et intérêts devant le Conseil des prud'hommes puisqu'il n'a pas eu sa visite avant de partir à la retraite, bon, il faudra qu'il démontre quand même le préjudice, donc le risque est quand même assez faible. Et vous avez aussi une deuxième obligation pour ces personnes qui partent à la retraite, de leur faire une formation sur les premiers gestes de secours. Donc là aussi, c'est une obligation. Alors, je sais, c'est un coût pour l'entreprise. Mais voilà, toutes vos personnes qui sont amenées à partir à la retraite, vous devez leur faire suivre cette formation. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas? En cas de contentieux, bon, le salarié pourrait demander des dommages et intérêts puisqu'il n'a pas suivi cette formation. Bon, là, toujours pareil, hein, pour demander des dommages et intérêts, il faut vraiment démontrer le préjudice subi par le salarié. Voilà, c'était important quand même que je vous parle de ces deux petites obligations qui sont passées discrètement dans les textes et qu'on n'a pas entendu parler ouvertement dans les médias. Alors, je reviens sur la loi santé, donc du 2 août 2021. Où vous avez aussi cette obligation donc, de mettre en mesure les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos salariés. Alors, comment va se traduire par cette obligation? J'imagine que certains ont déjà compris où je vais en venir. Évaluer et prévenir les risques professionnels, informer et former les salariés aux règles de prévention et de sécurité, mettre en œuvre une organisation et des moyens adaptés et identifier les postes exposés à des facteurs de risque professionnels et faire les déclarations nécessaires. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez bien compris, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, là, la nouveauté sur le document des risques professionnels, c'est qu'il va falloir avoir une traçabilité. Donc là, je ne vous entends pas et je ne vous vois pas, mais j'imagine que vous êtes déjà en train de faire la grimace, puisque vous allez avoir une obligation de conserver le document unique d'évaluation des risques dans ses versions successives pendant au moins 40 ans. Et là, c'est mis en application au plus tôt le 31 mars 2022. Donc, on est dans l'attente du décret, mais voilà, donc vous allez avoir cette traçabilité. Je vous rappelle aussi le document unique, c'est obligatoire dans toutes les entreprises dès que vous avez un salarié, avec l'évaluation sur chaque poste de travail. Vous avez depuis 2020, le Covid, une obligation de noter dans votre document unique tout ce qui est épidémie et les actions préventives mises en face de l'épidémie. Donc ça, voilà, c'était le petit rappel. Donc cette traçabilité, obligation. Vous allez avoir aussi le dépôt dématérialisé du document unique des risques professionnels sur un portail numérique. Donc là, vous avez bien compris, hein, portail numérique, ça veut dire qu'il va falloir déposer. Donc l'administration va voir votre document. Donc moi, la seule chose que je peux vous inviter, c'est vraiment de faire le document assez rapidement, puisque c'est une obligation. Et avec ce dépôt, alors l'application, hein, c'est qu'en 2023, pour les entreprises de 150 et au plus tard, juillet 2024 pour les entreprises de 150. Mais voilà, anticiper, préparer ce document et surtout le mettre à jour tous les ans. Je vous évoquerai aussi les risques encourus à défaut de document unique. Alors, on ne va pas s'arrêter là, sinon ça ne serait pas drôle. Vous allez aussi donc déposer votre document unique
sur un portail numérique et vous allez avoir, selon votre effectif, alors pour les entreprises de plus de 50, il va falloir formaliser dans un plan annuel aussi, de prévention des risques. Alors, on va attendre un peu le décret, parce que moi, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc, je pense que tous les ans, il va falloir faire un plan avec la prévention que vous allez mettre en place. Donc, bon, à voir un petit peu avec le décret. Pour les entreprises de moins de 50, il va falloir aussi consigner les actions de prévention dans le document unique et de ses mises à jour. Donc là aussi, voir comment on va le formaliser. Ça sera un point, je pense, qu'on va revenir sur le sujet dans les mois ou voire dans les années futures. Et également, vous, pour rappel, vous devez consulter votre CSE sur le document unique et ses mises à jour. Je vous rappelle, les mises à jour, c'est tous les ans. Donc alors c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais la mise à jour, s'il n'y a rien, vous avez juste la date à changer. On est entre nous, vous changez la date. Vous gardez le document, vous allez pouvoir en plus avoir la traçabilité. Voilà. Après, l'objectif, c'est aussi de le faire évoluer votre document selon ce qui s'est passé et selon votre activité. Alors, nous avons 2 questions, Alexandra. D'abord, y a-t-il un format particulier pour le document unique? Alors, il n'y a pas de format, on va dire, officiel. Après, il y a des trames qui reprennent chaque poste et chaque risque. On évalue le risque et derrière, on met les actions. Donc, on fait souvent ça sous forme de tableau Excel. Alors, nous, on peut vous accompagner sur ce genre de documents à mettre en place. Ou après, vous avez aussi de mémoire, c'est la caisse primaire, je crois, qui peut aussi vous accompagner, de mémoire. Et après, l'autre question concernant la loi de santé, quid si le salarié a déjà suivi la formation premier geste dans sa carrière? Alors, je vais dire, tout va dépendre quand est-ce qu'il l'a suivi. S'il l'a suivi, on va dire, dans l'année ou 2-3 ans, je veux dire, oui. On va dire que, après, je crois qu'il y a pour que ça soit valable, je me demande s'il n'y a pas un recyclage de tous les 5 ans, je ne sais pas, honnêtement. Mais après, si vous me dites qu'il l'a suivi il y a 15 ans, bon, je trouverais ça un petit peu dangereux, parce que je ne suis pas sûre qu'il se rappelle des gestes, parce qu'on ne sait pas des gestes qu'on fait au quotidien, et heureusement. Donc, si c'est quelque chose d'assez récent, pourquoi pas? Après, si vous avez la traçabilité, c'est quelque chose que voilà, vous pourrez démontrer s'il y a un contentieux. Et puis, ça éviterait aussi le coût de la nouvelle formation. Alors, je crois qu'il y a une question. Oui, c'était concernant toujours le document unique. Pourrions-nous avoir un modèle? Vous m'appelez, on verra. Et la médecine du travail peut aider et certaines branches proposent des modèles. Voilà. Chaque entreprise a sa propre mise en forme et ses calculs. Merci pour l'information, effectivement. Alors, donc je vois que la loi santé intéresse. Alors, le non-respect, parce que voilà, vos obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de santé, bon, on en parle depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui est vraiment sensibilisé dans le Code du travail, mais si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez plusieurs, on va dire, préjudices, responsabilités. Vous avez déjà un préjudice au niveau du salarié. Ça veut dire que votre salarié a un accident du travail, votre document unique, il n'est pas fait. Donc, ça va être une faute inexcusable de votre part. Donc là, effectivement, il va pouvoir demander des dommages à intérêts au niveau du Conseil des prud'hommes. Et là, il sera facile pour lui de démontrer le préjudice subi, surtout s'il a des séquelles de son accident. Vous allez avoir aussi une responsabilité au niveau du plan civil. Alors, la faute inexcusable, voilà, vous n'avez rien mis, vous n'avez pas mis en place, je ne sais pas, imaginons, voilà, les casques pour monter sur les toits. J'espère que vous le faites. Et votre salarié tombe, malheureusement. Donc là, il y aura d'énormes séquelles. Il va falloir votre responsabilité au plan civil. Là, ça va être le remboursement à la caisse primaire des majorations de rente sous forme d'un capital représentant les sommes dues aux salariés victimes. Donc, ça peut être quand même assez conséquent financièrement. Vous allez avoir également une responsabilité pénale qui peut être prévue par le Code du travail et également prévue par le Code pénal. Alors, prévue par le Code du travail, à défaut du document unique, vous avez l'inspection du travail qui passe, qui constate que vous n'avez pas votre document unique, contravention, 5e classe, 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive.
En cas d'accident aussi, en cas d'accident de travail, découlant d'une insuffisance justement de prévention des risques, là, ce sera considéré comme un délit au niveau du Code du travail. Donc là aussi, vous pouvez avoir une amende de 3 750, 9 000 euros en cas de récidive et 1 an d'emprisonnement. Donc, faites vraiment attention. Et tout ce qui est responsabilité pénale, c'est tout ce qui est homicide, blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui. Donc, faites vraiment attention. Je vous invite vraiment à établir votre document. Alors, je redonne la main un peu plus gai maintenant, le sujet. Voilà, on va passer sur une note un peu plus joyeuse, les naissances, et en particulier le congé paternité, qui a changé depuis le 1er juillet 2021. Donc, les jeunes papas ont droit maintenant à un congé d'une durée de 25 jours calendaires pour un enfant ou 32 jours calendaires pour 2 enfants ou plus. Donc, le congé comporte 2 périodes distinctes, une période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance, qui lui est de 3 jours ouvrables, il n'a pas changé, et une période de 21 jours calendaires ou 28 jours calendaires pour 2 enfants et plus. Donc, par exemple, si un enfant naît le samedi, le papa va prendre ses 3 jours de naissance, donc en jour ouvrable, donc le lundi, mardi et mercredi. Et à la suite, il va prendre les 4 jours calendaires de congé paternité, donc du mercredi au samedi. Il peut, s'il veut, bien sûr, ne pas le fractionner et prendre tous les jours d'un coup. Mais s'il veut, il peut également fractionner son congé, c'est-à-dire le prendre en plusieurs périodes. Donc, dans ces cas-là, il faut respecter un certain formalisme. Le congé doit être pris en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours pour chaque période. On ne peut pas prendre un jour puis un autre. Donc, le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Il est ouvert sans condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail, CDI, CDD, contrat temporaire. Le salarié doit avertir son employeur au moins un mois avant la date de début de congé. Maintenant, il faut respecter un formalisme. Il y a un document Excel à remplir avec nom, prénom, numéro de sécurité sociale et les dates de congé qu'il faut envoyer par mail à la CPAM avec le certificat de naissance. Voilà. Alors, on a une question concernant le congé paternité. Est-ce que ces éléments sur le congé paternité est valable pour un TNS? Merci. Eh bien, je ne sais pas pour les TNS, effectivement. Moi, je m'occupe des salariés. Je ne sais pas comment ça se passe pour les travailleurs non salariés. Je ne pense pas. Je pense que ces congés paternité concernent que le statut salarié. Je ne pense pas que les TNS. Mais on pourra le vérifier, mais à mon sens, je ne pense pas que les TNS soient concernés. Alors, ensuite, on passe à la CUFPA. Donc, la CUFPA, c'est la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Donc, ça va se passer en 2 temps. Donc, afin de poursuivre la simplification des démarches pour l'entreprise, les pouvoirs publics ont décidé donc, que ce serait l'URSSAF et la MSA qui vont collecter les contributions de formation professionnelle et de taxes d'apprentissage. Donc, dans un premier temps, à partir de 2022, donc actuellement, là, on va les déclarer donc, sur la DSN, donc tous les mois. Et donc tous les mois, on les déclare sur la DSN. Et après, dans un deuxième temps, on aura en 2024, je crois, une autre phase où ce sera les contributions conventionnelles. Là, actuellement, on ne fait que les légales. Voilà. Donc là, pour cette année, on a commencé sur les DSN de janvier 2022. En ce qui concerne la taxe d'apprentissage et la formation professionnelle de 2021, le solde va être à payer là, encore en version papier, ça ne passait pas encore en DSN. À la fin de l'année, les entreprises auront un formulaire sûrement à remplir ou sur une plateforme, on va voir comment ils le proposent, pour choisir à qui ils reversent leur taxe d'apprentissage. Ensuite, nous passons sur la caisse des congés payés du bâtiment.
qui également passe à compter de janvier 2022 en déclaration sur la DSN. Donc, avant 2022, les déclarations de salaire étaient réalisées soit par la DUX CIBTP, soit via la déclaration de salaire sur leur site. À réception de la DSN, la CIBTP produira un relevé de compte qui sera mis à disposition donc, sur l'extranet CIBTP de l'adhérent. Donc, il faut que tout le monde ait bien son compte créé sur la CIBTP. Dès la période de janvier 2022, donc actuellement, le mode de paiement par prélèvement automatique est appliqué par défaut pour tous les adhérents disposant d'un mandat de prélèvement CEPA qui est actif, de manière à assurer le règlement des cotisations à la date d'exigibilité. Il faut que tout le monde signe un mandat CEPA rapidement parce que ça va devenir le moyen de paiement prioritaire. Voilà. Ensuite, nous enchaînons avec le signalement de fin de contrat de travail unique, FCTU, et les bulletins multiples sur un même mois. Donc, à compter de la DSN de 2022, le signalement de fin de contrat de travail sera le seul accepté par Pôle emploi en cas de fin de contrat. Ce signalement permet d'obtenir en retour une attestation dématérialisée, y compris lorsque le contrat débute et se finit en cours de mois. En ce qui concerne les bulletins multiples sur un même mois, actuellement, par exemple, dans les HCR, pour les extras, on pouvait faire un seul bulletin. On pouvait faire un bulletin par mois qui regroupait plusieurs prestations sur le même mois. Maintenant, il faudra bien faire un bulletin par prestation, donc il pourrait avoir plusieurs bulletins à la fin d'un même mois. Alors, nous avons la réponse pour le congé paternité TNS. Donc, merci Laetitia. Donc, je pense que tout le monde voit la réponse. Merci pour la réactivité. Et, voilà, très bien. Merci. Merci Laetitia. Le transfert des cotisations retraite complémentaire qui devait normalement avoir lieu au 1er janvier 2022 va se faire au 1er janvier 2023 si rien ne change. Le décalage est justifié bien sûr par la crise sanitaire. Donc il y aura une phase expérimentale en 2022, dispositif unifié de vérification des DSN. Donc ça, on va voir avec les éditeurs de logiciels comment ce qu'ils proposent de faire cette phase expérimentale. Donc à suivre pour être opérationnel en 2023. Et je vais repasser la main à Alexandra pour la jurisprudence. Merci. Alors, la jurisprudence, je vais vous parler de deux arrêts qui me paraissent pertinents et surtout pour vous sensibiliser voilà, sur la succession de CDD, où je pense que vous êtes amenés à le faire, et aussi sur le travail à temps partiel. Alors, la jurisprudence est très riche, hein, donc on aurait pu en parler pendant des heures et des heures, mais voilà, j'ai choisi que deux arrêts. Alors, le premier qui date du 17 novembre 2021, qui concerne la succession de CDD. Donc, vous savez que on peut, quand vous faites un CDD, vous savez qu'il y a plusieurs motifs de recours pour un CDD, surcroît d'activité ou remplacement d'un salarié absent. On va dire, c'est les grandes lignes. Quand vous faites un CDD pour surcroît d'activité, 6 mois avec le renouvellement prévu, 2 renouvellements possibles. Si vous voulez derrière refaire un CDD, vous devez respecter un délai de carence, qui est un tiers de la durée du contrat initial. Donc, parfois, pour reprendre le salarié, le délai est un petit peu long. Si ce délai n'est pas respecté, je vous rappelle qu'il y a un risque de requalification du CDD en CDI. Donc là, cette jurisprudence va parler du CDD successif conclu avec le même salarié qui a remplacé des salariés absents, mais c'était 4 personnes distinctes. Donc la question, le salarié qui a bénéficié de ces CDD successifs, de ces 4 CDD pour remplacer 4 personnes différentes, est allé au prud'homme. Bon, après, il a été cour d'appel et cour de cassation. Et quid du délai de carence? Alors, qu'est-ce qui a été prévu? Déjà, par rapport à l'article L 1244-1, autorise la conclusion de CDD successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants, qui est le remplacement d'un salarié absent. Bon, bah ça, super. Donc là, la cassation
à valider les CDD successifs lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent. Les dispositions de cet article autorisent la conclusion de plusieurs CDD successifs sans qu'il y ait lieu d'appliquer le délai de carence. En revanche, attention à la limite relative à l'activité normale de l'entreprise. Pourquoi je vous dis ça? Alors, juste pour une petite parenthèse, je suis juge prud'homale et il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, on a eu une personne sur 5 ans ou 6 ans, elle a fait je ne sais combien de CDD. Donc, elle a demandé la requalification. Du jour au lendemain, la fin du CDD, donc elle a demandé la requalification de ces CDD en CDI pour demander effectivement licenciement abusif pour avoir les indemnités sans cause réelle et sérieuse. Donc faites attention puisque effectivement cette personne, elle était en permanence dans l'entreprise, 5 ans dans une entreprise même pour remplacer, c'était dans une activité médicale, entre les congés, les absences maladie, elle était toujours en remplacement, donc il y avait un besoin permanent de quelqu'un. Donc c'est pour ça, faites vraiment attention à l'activité normale de l'entreprise dans le cadre de la succession de vos CDD pour remplacement de personnes absentes. Et je voulais vous parler aussi du contrat à temps partiel. Donc, vous savez que le contrat à temps partiel est très réglementé et vous avez des mentions obligatoires dans le contrat de travail. Vous devez mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle et faire aussi une répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Sinon, vous risquez une requalification du temps partiel à temps complet. C'est quelque chose aussi sur les temps partiels qu'on retrouve régulièrement au niveau des prud'hommes. Là, dans cette histoire, il était écrit dans le contrat de travail, les horaires seront les suivants, 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, suivant le choix du salarié. Bon, ça a été requalifié à temps complet, cette clause n'est pas licite. Donc moi, je vous invite vraiment pour votre temps partiel de bien préciser, par exemple, vous avez un 20 heures par semaine, de dire, alors ne mettez pas les horaires, parce que quand on met les horaires, ça devient contractuel. Donc, si vous mettez 8h30 et vous voulez faire commencer votre salarié à 8h45, il va falloir lui demander son accord. Donc, ne mettez pas les horaires, mais mettez par exemple 20 heures lundi 4 heures, mardi 5 heures, mercredi, voilà, vous mettez par jour le nombre d'heures qu'il doit travailler. Donc voilà, c'était important. Faites vraiment attention. Vous devez aussi mentionner, j'en profite, les heures complémentaires que le salarié peut être amené à faire. Et aussi, il y a un article qui est très important, c'est sur la modification de la durée du travail. Et faites aussi attention quand vous faites évoluer le temps de travail de votre salarié, alors temps complet, temps partiel, dans n'importe quel sens, pensez à faire un avenant, puisque là aussi, votre salarié est à temps complet, vous le passez à temps partiel, vous ne faites pas d'avenant. Bon, bah là, on peut demander la requalification, il n'y a rien d'écrit. Donc après, voilà, il va falloir quand même démontrer qu'il travaille à temps partiel. C'est toujours possible de démontrer, mais c'est toujours un petit peu compliqué devant un conseil des prud'hommes. Donc faites vraiment attention sur la rédaction de vos contrats à temps partiel. Et voilà, nous avons fini. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, on vous remercie et on reste à votre disposition si vous voulez des compléments d'information par rapport à ce qui était présenté ou si vous voulez effectivement avoir des renseignements sur d'autres sujets. Merci Sabrina. Nous avons des remerciements. Merci à tous. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Voilà. Une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.